commencer discuter. On va simplement vous écouter, échanger avec vous, puisque je vais juste donner la parole quelques secondes au directeur de l'INSPE, Éric de Saint-Léger, qui va dire un tout petit mot pour vous accueillir. Et puis, c'est Thomas Lecor qui va être notre interprète pour vous poser quelques questions sur l'éducation et l'enseignement d'aujourd'hui, si vous voulez bien. D'accord. Éric, je te laisse dire un tout petit mot et puis Oui. on passe la parole à Thomas. Bonjour. Bonjour. Voilà, quelques mots. On est ravis et très fiers de vous accueillir et de vous écouter, Monsieur Morin. Et voilà, je voulais juste aussi vous adresser un message de remerciement à titre personnel, puisqu'il se trouve qu'il y a 1 an et demi, j'ai préparé moi une audition pour devenir directeur de l'INSPE. Je me suis posé la question des livres à lire pour préparer cette audition. Et il se trouve que j'ai décidé de relire votre livre « Enseigner à vivre ». Et ça m'a permis de réfléchir à ce que vous mettez en avant, c'est qu'au-delà des compétences socio-professionnelles sur lesquelles on doit faire travailler nos étudiants, on doit former aussi ce qu'on va appeler des honnêtes hommes ou des honnêtes femmes. Et la lecture de votre livre m'a fait beaucoup de bien et m'a permis d'exprimer cette vision. Apparemment, ça a plu aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Monsieur Morin, et j'ai hâte de vous écouter. Très bien. Alors, quelle est la question que vous posez? Alors, bonjour Monsieur Morin. Une question porte sur sur l'ouvrage que vous avez écrit, les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Et on vous demande quel regard portez-vous sur l'évolution de nos sociétés depuis l'écriture de ce livre, en particulier sur l'éducation, et quels conseils donneriez-vous aux jeunes générations et à leurs éducateurs? Voilà. Écoutez, moi je pense que les 7 savoirs, en ce qui concerne la France par exemple, pourraient très bien être introduits dans les programmes sans bouleverser ce qui existe, parce que je suis pour le maintien des matières enseignées, mais qui me semblent totalement insuffisants. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que je vois? D'ailleurs, même je vois dans un premier stade des moyens assez économiques, tant qu'il n'y a pas de formateur là-dessus. Bon, par exemple, la connaissance de la connaissance, qui est une chose clé dans mes 7 savoirs. Je vois très bien le professeur l'enseignant de philosophie, ou même collaborant avec celui de psychologie et de sociologie, je vois très bien eux-mêmes, dans un premier stade, apporter ceci, à condition évidemment qu'ils aient engrammé le message que j'ai fait. La question de la compréhension d'autrui elle-même doit faire appel aux psychologues, aux sociologues, à l'historien, enfin, aux philosophes, c'est-à-dire, là aussi, il s'agit de réunir des compétences diverses. Alors, un jour, j'espère, on formera des formateurs sur ces questions polydisciplinaires. Évidemment, toutes les grandes questions sont polydisciplinaires. Alors, la compréhension d'autrui, l'affrontement des incertitudes, là aussi, vous comprenez, on peut très bien combiner aussi différentes disciplines là-dessus, y compris des représentants des sciences exactes qui montrent comment l'incertitude s'est introduite dans le domaine que l'on croyait certain, du déterminisme, avec la microphysique, avec la cosmologie, etc. Alors, enseigner ce que c'est l'être humain, ça, j'avoue que il faut faire un effort, parce que, mais moi, je l'ai fait pas seulement dans ce petit chapitre de 7 savoirs, je l'ai fait dans mon livre « Le paradigme perdu », je l'ai fait dans mon livre surtout « L'humanité de l'humanité », le volume ici de la méthode. Là aussi, on voit très bien que normalement, un philosophe pourrait prendre ça en main, mais je pense qu'il faudrait
ce que Jean-Marie Tortier appelle les humanologues, ce qu'on pouvait, de façon actuelle, de comprendre le sens perdu du mot anthropologie. Il faut une humanologie, c'est-à-dire que cette capacité de montrer tous les aspects de l'être humain que vous connaissez. Donc, ça, c'est le premier stade. Et deuxième stade, formation de formateurs dans des écoles formatives normales et autres. Toujours à propos de ce livre sur les 7 savoirs, vous avez évoqué l'écologie et un des étudiants vous demande, vous évoquez en particulier les 4 principes d'incertitude. La boucle risque-précaution, la boucle des fins moyens, la boucle action-contexte, et il y a un 4e qui n'était pas bien compris par cet étudiant. Alors, vous pouvez répondre il se demandait s'il ne s'agissait pas d'ordre et de désordre. Alors, c'est une question actuelle. Dans les organisations, vous pouvez répondre de manière plus générale sur la question de l'écologie au début de ce 21e siècle. Alors là, écoutez, c'est une lacune dans mon livre. Ça aurait été un des 8 savoirs capitaux. Alors, d'autant plus que je l'ai traité moi-même à plusieurs reprises. Vous savez que j'ai fait depuis 1972, j'ai travaillé là-dessus. Alors, ce qui est très important, en effet, c'est d'introduire la science écologique, parce qu'on mélange la science écologique et le mouvement écologiste, que ce soit le mouvement civique ou le mouvement politique de ce sens. Bien entendu, le mouvement civique et le mouvement politique s'appuient sur les idées essentielles que nous savons de la dégradation de la nature, mais la science écologique, justement, est une science complexe qu'il faut enseigner. Et pourquoi n'est-elle toujours pas enseignée? C'est ça qui est très intéressant, alors que tout le monde parle d'écologie. C'est parce que c'est une science qui n'est pas monodisciplinaire, parce que l'écologue lui-même, son concept fondamental, c'est l'écosystème. Et qu'est-ce que c'est l'écosystème? C'est cette sorte d'organisation spontanée, naturelle, qui se fait entre les êtres vivants. C'est entre ces êtres vivants le milieu géographique, météorologique, etc., c'est-à-dire le reste des conditions physico-géoclimatiques. Et donc, c'est une science, si vous l'enseignez, vous enseignez en fait la complexité. Et non seulement vous enseignez la complexité, mais vous enseignez un problème absolument capital aujourd'hui. Parce qu'on voit uniquement l'écologie avec tout ce qu'on perd, mais on ne sait pas comment est organisé, justement, sont organisés les éléments en état de dégradation. Donc, vous avez raison, c'est une chose absolument à introduire. D'ailleurs, au passage, ce concept d'écologie pourrait s'appliquer également à l'écologie humaine et l'écologie sociale. Exactement. Et d'ailleurs, écoutez, je vous incite à lire mon livre, le 2e volume de la méthode, qui s'appelle « La vie de la vie ». Et vous verrez que ça commence par l'écologie biologique et ça continue par les différentes formes d'écologie comme l'écologie sociale. Quand nous sommes urbains dans une ville, nous sommes nous-mêmes dans une écologie particulière qui est l'écologie urbaine, l'écologie de la société. Il est évident que le mot écologie ne se limite pas aux conditions naturelles, mais aussi aux conditions historico-sociologiques, et que une des choses capitales, je pense,
c'est enseigner, c'est un des b.a.-ba de la connaissance, c'est qu'on ne peut rien connaître, décrire, en faisant abstraction du contexte, toujours lier l'objet à son contexte. Or, l'écologie, c'est la contextualisation même. Et donc, vous pouvez, donc là aussi, c'est très important, vous touchez, vous réformez l'esprit des gens parce que vous leur apprenez à toujours contextualiser. Il y a aussi un certain nombre de questions qui démarrent à propos des circonstances un peu particulières qu'on vit en ce moment. Vous avez remis le concept d'incertitude au cœur du débat philosophique. Depuis les origines de la pensée philosophique, celle-ci nous a appris à douter et encore mieux à suspendre notre jugement. Et nous avons oublié cela. Nous vivons une époque incertaine dans tous les sens du terme, mais l'ère du soupçon et de l'ultra-crépidarisme, l'époquer à cette époque-là, l'époquer est-elle encore possible? Oui. Écoutez, moi je pense qu'il y a une chose qu'on oublie. Quand on dit, c'est banal, il faut enseigner l'esprit critique. Il y a un préliminaire nécessaire. C'est enseigner à problématiser. Or, fort heureusement, les enfants s'interrogent. Qu'est-ce que c'est la problématisation? C'est l'interrogation. C'est qu'est-ce que c'est que le monde? Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que la vie? Ça. Donc, cette tendance naturelle d'éducation doit la rendre opérationnelle, disons, et leur dire c'est une condition préliminaire. On vous offre des vérités, des évidences, interrogez-vous. À ce moment-là, c'est à partir de la problématisation que naît l'esprit critique. Ah, ce n'est pas juste, mais l'esprit critique est inséparable de l'esprit autocritique, parce que si vous n'êtes pas capable de vous autocritiquer, la critique d'autrui risque d'être vaine ou superficielle. Il faut lier les deux. Donc, si vous voulez, il y a aussi reprendre au départ l'enseignement sur cette base-là, interroger. Ce que vous dites, la mise en suspension, le doute, mais c'est lié à ça. Une autre question d'étudiant porte sur la complexité. Et je vous la lis, le contexte actuel montre bien la complexité humaine, la complexité aussi de la science. Nous vivons une période d'incertitude qui crée des tensions et des clivages avec une radicalisation de certaines opinions. Quel regard portez-vous sur ce contexte actuel? Comment retrouver des relations harmonieuses de bien-être dans nos relations d'interdépendance? Quels usages de la pensée complexe à l'école? Alors, il y a plusieurs questions là. Vous savez, la question est terrible parce que les sciences, avec le cloisonnement et la compartimentation disciplinaire, empêchent de saisir la complexité que permettrait de comprendre la jonction entre tous les savoirs qu'elles ont accumulés déjà. Donc, si vous voulez, il faut lier ce qui semble antinomique, c'est-à-dire un savoir global ou plus large, et un savoir spécialisé. On ne peut pas s'enfermer dans la spécialisation. Il faut lier la spécialisation avec une volonté de culture plus ample. D'ailleurs, les grands scientifiques, je pense à Einstein, à Jacques Monod, ils étaient extrêmement cultivés. Ils étaient cultivés en poésie, en littérature, en musique, dans toutes les choses. Et ce sont des choses qui aident
l'esprit a trouvé. Donc, si vous voulez, le problème de la complexité se pose aujourd'hui d'une façon radicale, que ce soit en politique ou que ce soit en économie, dans tous les domaines, tout est séparé et la complexité, c'est de voir les différents aspects d'une même réalité et d'être capable de les intégrer. La pensée complexe est une pensée d'une part multidimensionnelle, mais d'autre part une pensée intégrative. Nous pouvons essayer d'intégrer. Là aussi, regardez sur l'homme, qu'est-ce que c'est qu'être humain? Regardez mon volume sur l'humanité, vous verrez dans quel sens je fais cet effort. Alors, là, ça m'invite immédiatement à vous poser une question de chercheur, parce que finalement, cette question de la complexité, voir le monde sous ses multiples facettes et les intégrer dans une manière de l'appréhender, ça pose évidemment la question de y a-t-il des méthodologies qui sont disponibles pour faire ça si on n'est pas les grands hommes dont vous parlez? Écoutez, moi, ce que j'appelle méthode, ce n'est pas du tout une méthodologie. Une méthodologie, c'est un programme qui vous dit il faut faire ceci, ceci et cela. Hein? C'est ce que dit Descartes dans le discours de la méthode. Bon. Moi, ce que j'appelle méthode, c'est plutôt un changement de paradigme, c'est-à-dire de vision du monde. Au lieu de voir le monde sous forme d'objets séparés les uns des autres, on voit le monde sous forme d'interrelations multiples. Et on voit le monde aussi sous des aspects, par exemple, où surgissent des antinomies, des contradictions. Moi, ce que j'appelle la complexité, c'est de voir qu'il y a beaucoup de phénomènes qui sont à la fois complémentaires et antagonistes. Et quand vous avez cette idée, cherchez la complémentarité en même temps que l'antagonisme. À ce moment-là, vous êtes dans le bon sens, parce que dans tous les problèmes importants, vous trouverez ça. J'ai donné aussi, dans le fond, je n'ai donné que 3 principes. Je dis, ce principe, disons, du tiers inclus, enfin de la contradiction assumée, si vous voulez, hein, ne pas escamoter les contradictions, mais les reconnaître. 2, c'est le principe que j'ai appelé hologrammatique, c'est que dans beaucoup de phénomènes complexes, non seulement une partie est dans le tout, mais le tout est dans la partie, comme l'ADN est dans chaque cellule et la culture dans chaque individu. Et le 3e principe, à côté, j'ai un trou de mémoire, c'est la dialogique, le principe hologrammatique, enfin bref, je l'ai dit. Donc, si vous voulez, ce sont des façons de chercher dans la réalité des choses que l'on ne cherche pas d'habitude, parce qu'on veut voir les objets séparés. Donc, si vous voulez, le vrai problème, c'est que chacun, la connaissance est un art, chacun va utiliser à sa façon ces principes pour l'aider à connaître, mais il n'y aura pas de méthodologie au sens programmatique du mot. D'accord. Si vous voulez bien une dernière question. D'accord. Oui. Alors, c'est aussi une question d'actualité. Quand une épidémie bouscule aussi profondément l'humanité, qui semble vaciller et parfois semble oublier ses siècles de domestication et d'émancipation de sa condition animale. On se souvient des paroles d'Aragon, rien n'est acquis à l'homme. Est-ce qu'il faut toujours reconquérir ce qu'on sait déjà, ce qu'on croyait déjà être? Donnez-nous un mot d'espoir
pour tous ceux qui sont un peu désespérés. Mais vous savez, moi, l'expérience de ma vie, c'est que le probable, le désespérant, a pu être parfois contredit par l'improbable qui a été salvateur. C'est l'événement inattendu. Pour moi, je l'ai vécu, par exemple, quand il y a eu la coïncidence entre la première défaite allemande devant Moscou en fin 1941 et l'entrée en guerre des États-Unis. Ce qui était probable, c'était la domination très durable de l'Allemagne nazie sur l'Europe. Beaucoup de choses sont passées dans Gorbatchev est improbable, absolument improbable que ce soit le chef de l'URSS qui conduit à la fois à un progrès et à une ruine, c'est-à-dire le progrès de la chute du système stalinien et la ruine de l'Union soviétique et de beaucoup de choses dont vous voyez les résultats actuels. Mais enfin, Juan Carlos, qui était l'héritier de Franco, que Franco a mis au pouvoir pour continuer sa dictature, il a fait le contraire. Donc, ces trois exemples, il peut y avoir d'autres, nous montrent que l'espoir peut venir de l'inattendu, de l'improbable, et qu'il faut maintenir. Vous savez, les résistants en 1941, en 1942, l'espoir était très, très, très mince. L'espoir commence avec la résistance de Moscou et Stalingrad est un moment important. Mais Stalingrad, c'est fin 1942, début 1943. Donc, si vous voulez, je pense que l'espoir se fonde d'abord sur ce que j'appelle l'esprit souterrain qui travaille, qui avait travaillé dans la tête de Gorbatchev, qui a travaillé dans beaucoup de gens qui brusquement ont changé, ont compris. Il réside dans les capacités créatrices de l'être humain. Il consiste du fait que même si vous avez une société totalement parfaite, totalitaire, par exemple, comme en Chine, c'est-à-dire où on peut surveiller tout de l'individu avec les moyens techniques, une telle machine n'est jamais parfaite. Il y aura toujours des failles et elle s'ankylosera ou elle se disloquera. Pour moi, c'est ce qu'elle montre très joliment les séries de films Matrix. Je ne sais pas si vous les avez vus. C'est un peu ça, cette idée. Hein? Il y a toujours une résistance, que vous le vouliez ou non. Et cette résistance, si elle se maintient, elle peut aboutir. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment une belle conclusion. Merci infiniment, M. Morin, de cet échange avec nous. Le 6 juin, nos formateurs, nos étudiants vont traduire votre ouvrage, Les 7 savoirs en spectacle recherche, en petit spectacle. Et nous vous en ferons part de ce que nous avons fait à ce moment-là. Merci infiniment d'être venu et de cet échange que vous avez eu avec nous et que Thomas Lecor a traduit des questions de nos étudiants. Merci encore. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, M. Morin. Merci à tous. Au revoir, merci.